Chers étudiantes, bonsoir, chers téléspectateurs. Je tiens à mon tour de féliciter le Cercle des élèves ingénieurs pour lancer ce forum virtuel. Ce qui m'a été demandé, donc, dans le cadre de cette première journée, c'est de lancer, de faire une présentation de cadrage sur le secteur agricole et le développement rural au Maroc, sachant que les trois thématiques des 3 journées sont raisonnées en continu. Le défi que j'ai, donc, c'est de vous parler de secteur agricole et de secteur rural. Il est vrai que, comme ça a été dit par Sia Boudrer, beaucoup de réalisations ont été faites depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. L'objet de ma présentation, c'est de montrer que malgré les réalisations, il y a beaucoup de chantiers et beaucoup de défis qui guettent le secteur agricole et le développement rural au Maroc. Alors, ma présentation, comme le public est assez hétérogène et assez large, et pour partager l'information avec tout le monde, et surtout pour permettre le débat, lancer le débat aujourd'hui et pour les 12 jours suivants, ma présentation va s'articuler autour de 2 parties. Dans la première partie, je vais tout d'abord faire un bref aperçu sur les phases qui ont marqué la politique agricole au Maroc. Et je vais enchaîner par les défis du secteur agricole. Ensuite, dans la deuxième partie, la même logique, je vais d'abord donner un aperçu sur les projets et programmes de développement qui ont été réalisés au Maroc pour pouvoir comprendre les défis du monde rural. L'objectif de ma présentation, donc, c'est de vous permettre, avec ce retour, avec cet aperçu historique, de nous permettre tous de faire une analyse diachronique des réalisations et faire une analyse critique pour mieux avancer dans le secteur agricole. Alors, concernant la politique agricole marocaine, je peux la scinder en 5 phases, c'est-à-dire que l'expérience de l'agriculture marocaine est passée par 5 phases. La première phase, c'est celle que je qualifie de l'État-providence. L'État-providence, c'est-à-dire l'État qui investit, qui prend l'initiative. Et cette phase a démarré depuis l'indépendance jusqu'à 1984. En effet, à l'aube de l'indépendance et dès les premiers plans de développement économique et sociaux du Maroc, le Maroc a affiché la finalité de moderniser le secteur agricole et de rentabiliser les investissements publics qui vont. Allô? Votre écran n'est pas encore partagé. Ouais, je l'ai partagé, non? Non, non. Elle a été partagée, pardon. Maintenant? C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Parfait. Donc, j'étais en train de vous dire que la première période, c'est la période de l'État-providence. Elle a démarré à l'aube de l'indépendance en 1956 jusqu'à 1984. À cette période-là, on a affiché la finalité de moderniser le secteur agricole et rentabiliser les investissements que l'État allait prendre en charge, ceci afin d'atténuer le dualisme qui caractérisait et qui continue jusqu'à présent à caractériser l'agriculture marocaine, à savoir l'existence de 2 types d'agriculture, une agriculture traditionnelle et une agriculture moderne. Partant de cette finalité, on a fixé un objectif stratégique pour la politique agricole marocaine, à savoir d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, notamment pour les 4 produits de base, les céréales, le sucre, les huiles, le lait et les dérivés. On a ainsi entrepris plusieurs investissements publics de grande envergure, notamment les aménagements hydro-agricoles, la politique des barrages qui a été lancée en 1967. Et puis, on a investi dans les entreprises agricoles et para-agricoles. Tout ceci avec le budget étatique. Nous avons également réalisé plusieurs prestations de services, parfois gratuitement aux agriculteurs. Il y avait la réalisation d'un certain nombre d'opérations dites opérations intégrées,
telles que l'opération Labour. L'opération Labour, c'est une opération qui avait démarré en 1957 sur une période de 5 années et qui avait pour objectif de généraliser la mécanisation, les travaux mécanisés par les tracteurs, parce qu'à l'époque, il y avait la dominance des arrêts, etc. Puis, il y avait l'opération engrais, distribution des engrais, et puis l'opération blé tendre. Ensuite, il y avait ce qu'on appelle la politique des plans agricoles sectoriels. Ce sont des plans qui concernaient un certain nombre de différents secteurs, généralement les secteurs stratégiques. Il y avait le plan sucrier, le plan éliagineux, le plan céréalier, laitier, etc. C'est pour vous permettre par la suite, lorsqu'on va arriver au plan Maroc vert, de comprendre qu'il y a en fait une certaine relation avec ce qui s'est passé dans la première période. Ensuite, pour encourager les agriculteurs à investir, on a promulgué le Code des investissements agricoles. Le Code des investissements agricoles, c'est la loi qui a été promulguée en 1969, qui régit les relations entre les offices régionaux de la mise en valeur agricole des périmètres irrigués et les agriculteurs. Durant cette période, et afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, les assolements qui étaient pratiqués par les agriculteurs leur étaient imposés par les offices. C'est-à-dire que les agriculteurs n'avaient pas le libre choix de faire les cultures. De plus, pour les prix de production, l'État a également fixé les prix à la production pour sécuriser et garantir justement la fluctuation du marché. Et pour tranquilliser les agriculteurs, il suffisait de produire pour trouver sa production écoulée et achetée par un certain nombre d'entreprises étatiques. Et enfin, il y avait aussi, pour l'exportation, on a créé l'office, un office spécialisé, c'est l'office de commercialisation et d'exportation, qui se charge justement d'exporter la production des agriculteurs, toute catégorie d'agriculteurs à l'échelle nationale, et il jouait un rôle similaire à ce qu'on appelle actuellement l'agrégation, mais ça existait depuis la période justement de l'État-providence. Et enfin, en 1984, il y avait la décision de défiscaliser le secteur agricole au Maroc. La défiscalisation a été lancée en 1984 à l'horizon 2000. Après cette première phase où il y avait une intervention massive de l'État, viendra une deuxième phase contraire de la première, durant laquelle on a vécu un problème de récession qui a été imposé par le programme d'ajustement structurel qui a concerné l'économie nationale en 1983. Et donc, 2 années après, à partir de 1985, l'État va décider de se désengager du secteur agricole, notamment de la prestation de services. Et on a privatisé les entreprises qu'on a créées dans la première phase, et on a supprimé le monopole de l'OCE, l'office qui se chargeait de l'exportation. On a réduit les subventions, on a libéré les assolements qui étaient obligatoires dans la première phase. On a aussi libéralisé les prix de toutes les productions agricoles, sauf pour le blé tendre et pour le sucre, qui continuent jusqu'à présent. C'est d'ailleurs les deux cultures qui continuent actuellement à avoir un prix fixé par l'État. On a instauré le Fonds de développement agricole en 1986. On a aussi élaboré le plan directeur de la vulgarisation en 1986 afin d'encadrer le secteur agricole. Et enfin, on a créé ce qu'on appelle les associations des usagers des eaux agricoles afin de jouer un rôle dans la gestion participative d'irrigation en collaboration avec les offices de mise en valeur agricole. Après cette deuxième phase, le Maroc va entrer dans une troisième phase que je qualifie de tâtonnement. Pourquoi tâtonnement? Parce qu'on a basculé entre plusieurs objectifs durant cette période. On ne savait pas véritablement qu'il n'avait pas la boussole, ou bien on a basculé, il n'y avait pas une vision claire. En effet, il y avait d'abord l'abandon de l'objectif d'autosuffisance alimentaire qu'on a fixé au début. Donc l'ambition d'atteindre l'autosuffisance alimentaire a été revue à la baisse et on a commencé à parler de la recherche de la sécurité alimentaire pour les produits de base.
Ensuite, il y avait la volonté d'intégrer l'agriculture marocaine au marché, puisque le Maroc va adhérer à l'OMC. Il y avait la signature d'ailleurs à Marrakech en 1995, et puis la signature d'un certain nombre d'accords de libre-échange à partir de 1996 aussi. À côté de cela, nous avons commencé, la politique agricole a voulu s'intéresser cette fois-ci à la durabilité de l'agriculture. En effet, une année après le sommet de Rio de Janeiro sur le sommet de la Terre sur le développement durable, on a affiché, donc la politique agricole a affiché comme objectif de continuer à produire pour assurer la sécurité alimentaire, mais en faisant attention aux ressources naturelles et à la biodiversité. Et enfin, durant cette période, à un certain moment, surtout durant les années 90, il y avait une sécheresse vraiment très, très spectaculaire. La sécheresse, elle est récurrente. Mais durant les années 90, au point qu'il y avait un débat de société, on se posait la question, est-ce que le Maroc est véritablement un pays agricole? Donc, est-ce qu'on ne s'est pas trompé de modèle? C'est exactement comme la discussion actuellement sur le modèle de développement au Maroc. Donc, à ce moment-là, il s'est avéré que la politique qui a été menée depuis l'indépendance jusqu'à cette période-là a creusé l'écart entre le monde urbain et rural. Et donc, il y avait l'ambition d'opérer un développement global du monde rural et on a élaboré une stratégie appelée la stratégie 2020 du développement rural. Cette stratégie a été élaborée en 1999, c'est-à-dire au moment du gouvernement de l'alternance. Cette stratégie de développement rural, malheureusement, ne sera pas mise en pratique pour des considérations essentiellement de sociopolitique et de budget sur lesquels on pourra revenir. Et enfin, il y avait, durant cette période, un programme de sécurisation de 60 millions de quintaux. Ce programme-là a été lancé en l'an 2000. Et on a même créé un observatoire national de la sécheresse en l'an 2000. Cet observatoire est actuellement en diapose. Après cette phase-là, est venu le plan Maroc vert que vous connaissez, sur lequel je ne vais pas trop m'attarder. Le plan Maroc vert est venu avec deux principales finalités. Essayer de drainer les investissements privés parce que ce qui handicapait le développement de l'agriculture, c'est qu'il y avait un manque d'investissement. Ça n'intéresse pas les investisseurs privés. Donc la volonté initiale qui était affichée, c'est d'encourager les investisseurs privés dans le secteur agricole. Plus l'organisation du secteur, parce qu'on a créé de nouveaux cadres, en plus des organisations professionnelles, on a créé des cadres tels que les interprofessions et l'agrégation, etc. Alors, durant cette période, nous pouvons considérer que la volonté qui a été affichée au début de vouloir moderniser l'agriculture traditionnelle, qui était un objectif ambitieux au début, va être abandonnée à l'occasion du plan Maroc vert parce qu'il s'est avéré que le dualisme, finalement, c'est un mal nécessaire. Bon, c'est comme c'est quelque chose de fatalité. Et on a abandonné l'idée de vouloir moderniser le secteur traditionnel, d'accord? Et on a décidé de travailler parallèlement sur les deux secteurs, l'agriculture moderne et l'agriculture traditionnelle. Et dès le départ, comme vous le savez, l'agriculture traditionnelle, donc, qu'on a gentiment qualifiée d'agriculture solidaire, on va lui dédier un certain nombre de projets, pilier 2, avec une enveloppe budgétaire de 20 milliards de dirhams, comparativement au premier pilier qui allait bénéficier de 70 milliards de dirhams. Donc déjà, une différence pour voir un peu que ce problème-là va accentuer justement les problèmes de la petite agriculture et ça est en relation avec la résilience qu'on va discuter par la suite. Ce qu'on doit noter, c'est que le plan Maroc vert, contrairement aux politiques antérieures, est resté ambigu concernant l'objectif de la sécurité alimentaire en produits de base. En effet, le plan Maroc vert a affiché la volonté de travailler sur toutes les filières phares, principales, toutes les filières importantes dans différentes régions. Et n'a pas spécifiquement, contrairement à ce qui s'est passé auparavant, focalisé sur les produits de base. C'est ce qu'on va voir par la suite parmi les défis de la sécurité alimentaire et notamment pour les céréales. Et enfin,
ce programme a été fondé sur ce fondement sur lequel on ne va pas revenir. Donc, ça, c'est la quatrième phase. Après cette phase, le plan Maroc Vert a été évalué en interne par le ministère de l'Agriculture en se basant sur la discussion avec les interprofessions, avec les chambres d'agriculture. Et on s'est vite lancé dans une nouvelle stratégie qui est la stratégie de génération verte qui est actuellement en cours de chantier parce qu'il va être décliné sur le plan régional. Cette stratégie vise deux choses. Donc, accorder la priorité à l'élément humain et assurer la pérennité du développement agricole. Alors, ce chantier, donc, c'est un chantier qui va s'étaler jusqu'à 2030 et la discussion actuellement donc, est menée par le ministère dans différentes régions pour décliner cette politique. Donc, après avoir donné ce topo rapide, justement pour vous mettre un peu un aperçu historique, pour comprendre un peu surtout les défis que je vais présenter et surtout la discussion des 2 journées suivantes, je vais passer maintenant aux défis du secteur agricole marocain. Donc, malgré les réalisations que nous avons effectivement obtenues depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, qui sont indéniables, qu'on ne peut pas ignorer, mais les défis que j'ai présentés sont vraiment importants et stratégiques et on ne peut pas les contourner. Et la nouvelle stratégie Génération Verte ne peut pas les éviter si nous voulons vraiment aller de l'avant. Donc, le premier défi, c'est le défi de la sécurité alimentaire. Pourquoi ce défi-là? Parce qu'en effet, nous importons depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, nous importons en moyenne annuellement 40% de nos besoins en blé tendre. Quelles que soient les années. Parfois, on importe jusqu'à 70% de nos besoins, par exemple cette année, qui est catastrophique. Ceci au moment où les céréales occupent environ 60% de la SAU du Maroc, ce qui est un peu paradoxal. De plus, la balance commerciale agricole accuse un déficit structurel, puisque le taux de couverture des importations par les exportations ne dépasse pas 56%. Sachant que les importations des produits agricoles et alimentaires représentent généralement entre 14 et 24% du total des importations. D'après les chiffres du ministère de l'Agriculture, les taux d'autosuffisance alimentaire pour certains denrées sont de 82% pour le lait, 60% pour les céréales et 50% pour le sucre. Ce problème de sécurité alimentaire est vraiment fondamental, surtout lorsqu'il y a des phénomènes en plus de la sécheresse sur lesquels les interventions de demain et d'après-demain vont venir, et surtout lorsqu'il y a un phénomène comme celui de Covid-19, que je considère que c'est un phénomène éphémère de toutes les façons, va accentuer la difficulté. D'accord? Et donc, c'est un vrai problème. Et donc, on est effectivement devant ce défi-là qui est vraiment important et on doit trouver une solution. Le deuxième défi, c'est celui de la gouvernance de l'eau. Nous sommes un pays aride et semi-aride à 80%, donc 80% de la SAI nationale est aride et semi-aride. Donc, il y a un problème de pénurie. La sécheresse est structurelle depuis les années 80, 90, actuellement. Ceci est dû aux changements climatiques qui sont déjà démontrés. Il faut savoir que malgré les efforts qui ont été consentis par le pays depuis 1967, c'est-à-dire la politique des barrages, nous sommes actuellement, la superficie qui est irriguée au Maroc est de 19% de la SAI. C'est-à-dire que la SAI irriguée au Maroc entre la grande hydraulique, la petite et moyenne hydraulique, n'est que de 19% de la SAI. La grande question qu'on peut se poser par rapport à l'eau, il y a en fait, nous constatons la difficulté de concilier entre des intérêts divergents du ministère de l'Agriculture qui, durant le plan Maroc vert et probablement durant la génération verte, parce qu'on va essayer de pérenniser les projets antérieurs, tous ces projets-là sont basés sur l'irrigation. Ils ont besoin en eau. Et de l'autre côté, nous avons le département de l'eau qui, lui, ne cesse d'alerter et tendre de restreindre l'usage. Et donc, nous avons un grand défi justement de concilier entre ces deux objectifs qui sont divergents. Le ministère de l'Agriculture a lancé depuis 2008 le programme national d'économie de l'eau d'irrigation. C'est le programme qui a consisté à reconvertir environ
550 000 hectares à l'échelle nationale de gravitaire ou d'aspersion vers le goutte à goutte. D'après les chiffres du ministère de l'Agriculture, il semble que nous avons dépassé sur le plan de réalisation physique, c'est-à-dire le quantitatif, les tuyaux, etc., ont été largement distribués, donc on a dépassé le quantitatif. Mais le vrai défi, justement, c'est le pilotage d'irrigation. Et c'est là le débat, c'est que d'après les études qui ont été faites par l'ENA et par d'autres structures de recherche, les agriculteurs souffrent énormément, donc ils sont loin de l'efficience technique et certains continuent même à irriguer comme le gravitaire. Et on peut s'interroger justement sur la pertinence et la nécessité donc d'évaluer objectivement ce programme pour pouvoir voir effectivement l'impact. Le recours aux eaux non conventionnelles, telles que la désalinisation, pose également un problème et un défi. Pourquoi? Parce que les problèmes de tarification vont poser un problème de ce qu'on appelle le consentement à payer par les agriculteurs, c'est-à-dire le prix qu'un agriculteur peut payer, puisque les agriculteurs ont l'habitude d'irriguer avec une eau de moindre coût, qui est délivrée soit par les offices, ou carrément gratuitement à partir des eaux souterraines parce qu'ils ne payent que le pompage. Et donc, à côté de ça, les expériences qui sont menées par le Maroc dans le cadre du partenariat public-privé dans le domaine d'irrigation ont commencé à montrer leurs limites. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, d'ailleurs, hier dans les réseaux sociaux, les agriculteurs de Sefkilgirden souffrent en ce moment justement de la non-livraison de l'eau par les entreprises, une entreprise qui est chargée de ça. C'est pour vous montrer un peu les défis que les problèmes, le recours aux eaux non conventionnelles n'est pas vraiment la vraie solution et qu'il faut raisonner sur l'eau douce qui est là. Alors, ce problème de pénurie, pour vous donner une idée, n'est pas nouveau parce que durant les 25 dernières années, il y a un déficit permanent dans la satisfaction des besoins des périmètres irrigués à partir des barrages. Le taux de satisfaction des besoins d'irrigation à partir des barrages n'a pas dépassé 58 pour l'ensemble des périmètres irrigués, à part le RARB, le périmètre d'Irab qui est relativement doté en eau. À ceci s'ajoute le problème des eaux souterraines. Actuellement, nous exploitons 3,75 milliards de mètres cubes sur les 4 milliards de mètres cubes de ressources en eau souterraine. C'est-à-dire nous avons pratiquement consommé l'eau souterraine qui est stratégique. À côté de ça, il y a un problème de dégradation de la qualité de ces eaux à cause de l'intensification, donc due à la salinité et à la pollution hydrique. Donc, le défi de la gouvernance de l'eau est vraiment important, surtout si nous voulons pérenniser le secteur agricole. Le troisième défi, c'est celui qui se rapporte à la petite agriculture, ce que je qualifie de défi de la résilience de la petite agriculture et de son inclusivité dans le développement. Il faut savoir que le nombre d'exploitations agricoles au Maroc est estimé à 1,5 million, d'après le dernier recensement général de l'agriculture de 1996. Et je saisis l'occasion pour vous dire que nous utilisons jusqu'à présent les chiffres officiels disponibles, ce sont ceux du recensement général de l'agriculture de 1996, bien que le ministère en 2016 a réalisé un nouveau recensement appelé le registre national agricole, mais ces résultats ne sont pas encore publiés. Nous attendons justement avec impatience pour pouvoir analyser la situation et voir un peu la planification. Donc, l'agriculture familiale représente à peu près les 2 tiers des exploitations du Maroc. Avec les politiques antérieures, le dualisme a été accentué. Et ces exploitations souffrent de la micropropriété. Ce sont des petites exploitations et auxquelles s'ajoute le problème de morcellement, comme je vais vous en présenter dans les 2 tableaux illustratifs vraiment importants à partager avec vous, ceux du recensement général de l'agriculture. Ces exploitations-là trouvent du mal à faire face à la sécheresse, thématique qui va être débattue demain, et lorsqu'il y a des problèmes supplémentaires tels que celui de Covid-19 actuel, où la plupart des agriculteurs, malheureusement, n'ont pas pu accéder au marché et avec la sécheresse, ils ont commencé à liquider leur cheptel. Et donc, c'est un problème de décapitalisation et donc c'est un problème de durabilité des exploitations. En effet,
d'après le recensement général de l'agriculture de 96, vous pouvez constater avec moi que les exploitations marocaines qui ont moins de 5 hectares représentent 71%. Si on analyse les exploitations qui ont entre 5 à 10, il y a 87%. Nous pouvons dire que 87% des exploitations au Maroc ont moins de 10 hectares. Mais elles n'exploitent que 45% de la SAI. Deuxième information, c'est le morcellement. Vous pouvez constater avec moi que la superficie moyenne par parcelle ne dépasse pas 1 hectare. Vous voyez, 0,1, c'est-à-dire khaddam ou la khaddama, etc. Et le nombre de parcelles moyen va de 4 jusqu'à 13. C'est pour vous dire que ces problèmes-là, ce sont des problèmes structurels qui n'encouragent pas l'investissement, l'intensification, la mécanisation, etc. Et c'est ça la caractéristique de la petite agriculture qui est dominante, et c'est le client numéro 1 qui va rester numéro 1. Et si nous voulons rattraper notre politique, il faut vraiment mettre le paquet pour préserver la petite agriculture et ne pas vivre l'expérience d'un certain nombre de pays qui ont vécu ce qu'on appelle la fin des paysans. Le quatrième défi, c'est le défi de l'assainissement du foncier agricole. Comme vous le savez, le foncier agricole au Maroc est caractérisé par la présence de plusieurs statuts, notamment les statuts. Allô? Vous m'entendez? Allô? Oui, monsieur, on vous entend. Parfait. Donc, j'étais en train de vous dire que les statuts fonciers au Maroc sont très nombreux. Il y a des statuts précaires tels que le statut collectif, le guiche, la réforme agraire, le habous. Ce sont des terres qui ne permettent pas à leurs ayants droit ou bien à leurs usagers d'avoir un titre foncier. Et donc, automatiquement, elles sont exclues du système bancaire de financement et évidemment des subventions. Bien que le milk représente à peu près 74%, c'est la propriété privée, le milk souffre du morcellement que j'ai présenté, mais il est essentiellement, le milk au Maroc, 70% du milk, il est non immatriculé. Il est non immatriculé, à peine 30% qui sont immatriculés, ce qui fait que leur valeur, justement, hypothécaire est faible, ce qui n'encourage pas l'investissement. Donc, c'est un chantier qui a traîné depuis l'indépendance. Donc, le problème de la réforme agraire qui n'a pas été. Et comme vous le savez, les statuts de la réforme agraire et de collectif ne permettaient pas aux agriculteurs. Ce n'est que récemment, donc à partir de 2006, qu'on a commencé à donner ce qu'on appelle la main levée à la réforme agraire. Et ce n'est qu'il y a 2 semaines d'ailleurs qu'on a sorti un texte qui permet aux agriculteurs, 10 000 agriculteurs qui ont bénéficié des lots de la réforme agraire, d'assainir leur situation pour avoir la milkisation. De même pour le collectif, on est en train justement, on a permis pour les périmètres irrigués de milkiser les terrains aux ayants droit. Et dans la stratégie Génération Verte, il est prévu de distribuer donc 1 million d'hectares des terres bourgs. Je vais revenir sur ça par la suite. Donc après cela, il y a un 5e défi, c'est celui d'instauration de l'équité fiscale agricole. Vous vous rendez compte que le secteur agricole a été défiscalisé en 1984 jusqu'à l'horizon 2020. Jusqu'à présent, seules les exploitations agricoles qui dégagent un chiffre d'affaires supérieur à 3,5 millions de dirhams sont imposables. Nous pensons que la généralisation de la fiscalité, qui est une sorte doit être instaurée pour une équité et pour pouvoir drainer de l'argent justement injecté pour la petite agriculture. Le 6e défi, c'est le défi de la relève. En effet, le taux d'accroissement de la population rurale est négatif entre 2020 à 2030, puisque la population rurale va diminuer. Nous avons actuellement à peu près 2/3 de la population qui est âgée. Et le problème, ça va s'accentuer à l'horizon 2030. Le problème de la relève de la jeunesse est vraiment structurel
si nous voulons effectivement pérenniser l'agriculture, il faut encourager les jeunes, justement, et c'est la thématique qui va être débattue lors de la 3e journée avec les collègues. Donc, le problème de la relève se pose avec acuité. Le 7e défi, c'est le défi des biotechnologies. Je peux citer juste l'exemple des semences, des produits agricoles qui sont destinés à l'exportation, notamment les produits de maraîchage, les primeurs, etc. Il faut savoir que nous ne produisons pas les semences de ces productions. Donc, si jamais pour une raison donnée, les pays avec qui nous travaillons ferment leurs frontières et ne livrent pas de semences, on ne pourra pas véritablement exporter. Donc, nous ne maîtrisons pas la biotechnologie. Et ceci, pourquoi? Parce qu'il y a un problème au niveau du financement du système national de la formation, de la recherche et de l'enseignement au Maroc. Et donc, c'est un chantier vraiment important si nous voulons effectivement relever le défi, investir dans l'enseignement et la recherche agricole au Maroc. Le 8e défi, c'est celui de concilier entre la nécessité de mettre en valeur le peu de terre que nous avons avec la durabilité de l'agriculture. La présentation qui est devant vous est un indicateur qui est utilisé pour montrer un peu les défis justement du foncier. En 1960, nous étions à peu près à 732 hectares par 1000 habitants. Et actuellement, nous sommes à 224 hectares par 1000 habitants. Si nous voulons assurer la sécurité alimentaire ou l'autosuffisance alimentaire, nous sommes obligés d'intensifier, donc augmenter les productions. Donc cet objectif-là, il est en contradiction avec la volonté de faire un développement durable, parce que le développement durable, c'est utiliser moins de produits, etc. Et donc c'est un défi justement de faire une balance pour mieux produire en protégeant les ressources naturelles. Et donc c'est un objectif qui a été affiché durant le plan Maroc Vert. Et donc on doit continuer effectivement à travailler dessus pour utiliser les bonnes pratiques pour préserver nos ressources naturelles et notre biodiversité. Le 9e défi, et c'est un défi également structurel, c'est comment encourager justement et attirer les investisseurs privés. Malgré les efforts qui ont été entrepris par le plan Maroc Vert, on constate d'après ce graphique que l'investissement privé ne représente que 33%. Il est certes qu'il était absent avant le plan Maroc Vert, mais de toutes les façons, lorsque le plan Maroc Vert a été proposé, il était attendu dans un premier temps de drainer un investissement privé massif, justement. Or, d'après ce qu'on constate, le peu de gens qui sont venus, le privé qui s'est installé, il a essentiellement profité des fonds publics dans le cadre du Fonds de développement agricole, puisque de grandes enveloppes budgétaires leur étaient destinées dans le cadre de l'agrégation, alors que normalement, ils devraient drainer plus d'argent. Donc c'est un défi qui reste comment attirer le privé pour créer de la richesse dans le secteur agricole. Et je termine par le dernier défi, c'est le défi de la compétitivité. Est-ce que le Maroc, l'agriculture marocaine est compétitive? Comme vous avez constaté, à cause de cette pandémie de la COVID-19, il y a un débat dans plusieurs pays qui commence maintenant à remettre en cause l'OMC et les accords de libre-échange. Tout le monde tente de revenir pour protéger sa culture. Donc ça, c'est un problème qui va s'opposer à plusieurs pays, parmi lesquels le Maroc, qui a plusieurs accords de libre-échange. De plus, l'avantage relatif actuel que nous avons pour un certain nombre de produits, tels que le maraîchage, les agrumes, etc., n'est pas véritablement un avantage réel, puisque l'avantage comparatif se fait essentiellement au détriment du travail salarié qui est sous-rémunéré par rapport à nos pays concurrents, et il se fait au détriment d'un produit de stratégie qui est l'eau, que j'ai cité tout à l'heure. Et c'est comme si nous sommes en train d'exporter notre eau, ce qu'on appelle l'eau virtuelle. Donc, c'est une thématique sur laquelle on peut également revenir. Donc, avec ces défis, il y a d'autres, mais j'ai estimé que
c'est l'essentiel pour attirer votre attention et surtout lancer le débat que malgré les réalisations, nous avons devant nous les vrais problèmes sur lesquels nous devons nous focaliser. Ça, c'était pour la première partie. Je passe maintenant à la deuxième partie, sur le développement rural. Toujours donc, je vais vous donner un aperçu sur ce qui a été réalisé pour mieux comprendre un peu les défis, voir un peu le raisonnement et la thèse que je voudrais développer. Alors, le monde rural marocain a connu un certain nombre de réalisations. Je vais commencer par la période de 65 à 94. Le monde rural a connu de grandes expériences de projets appelés les projets de développement rural intégré. Et le premier projet qui a marqué le paysage rural au Maroc, c'est le projet appelé DERO, Développement économique du Rif occidental. C'est un projet qui a concerné la nature des projets de développement rural intégré. Ce sont des projets qui concernent plusieurs régions, une vaste région. Dans le cas du projet DERO, c'est 5 provinces, depuis Tsaouna jusqu'à pratiquement Oujda, et qui est structuré autour de deux composantes. La composante agricole, qui peut être l'arboriculture, ou bien l'intensification de l'élevage, ou bien la PMH, et une composante rurale, qui est le développement du cadre de l'infrastructure socio-éducative. Donc, c'est un type de projet qui a marqué le paysage agricole. À ce premier projet, il y avait d'autres projets aussi, entre 1970 et 1994, appelés projets de développement intégré, projet suivi de Locos, Fasqariet Tissa, Hajeb, etc. Donc, ce sont des projets aussi axés sur composantes agricoles et rurales. Après cela, on a connu un projet aussi appelé projet de développement des zones de parcours, notamment au niveau de l'oriental, parce qu'on a créé ce qu'on appelle des coopératives pastorales. Après cette période-là, après ce type de projets de grande envergure, composantes agricoles et rurales, le ministère de l'Agriculture va décider d'abandonner ce type de projet à cause des problèmes de coordination avec les autres départements, parce que l'infrastructure, les pistes, etc., relèvent d'autres ministères. Et c'est avéré que les premiers projets qui ont été réalisés n'ont pas atteint leur objectif. C'est pour cela le ministère a décidé de se focaliser sur un nouveau type de projet. Cette fois-ci, l'inverse du premier, il se fait au niveau micro, c'est-à-dire l'échelle d'une petite commune territoriale, 1 à 2 communes territoriales, et c'est ce qu'on appelle les projets de mise en valeur bourg, et qui sont régis par la loi 33-94. Cette expérience a été c'était une expérience qui a été expérimentée, donc qui a été vécue par le Maroc, le monde rural marocain, entre 1995 jusqu'à 2007, c'est-à-dire une année avec le plan Maroc vert. Lorsque le plan Maroc vert va venir, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui est important à noter, c'est qu'en 1999, on a essayé justement d'élaborer une stratégie pour le développement rural. Et c'est la seule, justement, stratégie cohérente et globale d'envergure qui a été élaborée. Cette stratégie, appelée stratégie 2020 de développement rural, a été raisonnée en considérant l'agriculture comme une composante du développement rural, et il a visé la diversification de l'emploi rural, et il a adopté une approche territoriale, des approches participatives avec les acteurs. Malheureusement, cette stratégie n'a pas été concrétisée, donc on est resté comme ça jusqu'au plan Maroc vert. Alors, durant le plan Maroc vert, le monde rural, l'espace rural n'a pas été ignoré. Il y avait aussi quelques projets, notamment des projets appelés projets de développement des zones de montagne. Et actuellement, dans la stratégie Génération Verte, il est prévu justement de créer une classe moyenne rurale en distribuant 1 million d'hectares des terres collectives bourg, plus la protection sociale. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, notamment par notre département. À côté de cela, le monde rural a bénéficié d'autres programmes qui sont réalisés par d'autres départements ministériels que je partage avec vous. Il y a ce qu'on appelle le programme national de construction des pistes rurales, qui est démarré en 1995 et qui continue jusqu'à présent. Il y a le programme d'électrification rurale globale, qui a démarré en 1996,
Il y a le programme d'approvisionnement groupé en eau potable, connu par le nom PAGER, qui a démarré aussi en 1995. Il y a actuellement un grand programme qui concerne le monde rural, c'est le programme de lutte contre les disparités sociales et territoriales, d'accord, et qui concerne les différents aspects du cadre de vie des populations. Donc, après avoir présenté cela, je vais me focaliser cette fois-ci sur les défis du développement rural. Malgré les réalisations, malgré les efforts, nous sommes devant de grands défis. En effet, le premier défi, c'est la lutte contre la pauvreté. Vous allez constater avec moi que la pauvreté rurale est vraiment spectaculaire. Nous avons environ 13%, d'après le recensement général de la population, 13% de pauvres ruraux. Et en 2020, d'après un rapport récent du Haut Commissariat au Plan, la pauvreté rurale globale varie entre 15% à 31%. C'est pour vous dire que la situation vraiment est très difficile. La pauvreté rurale de l'espace rural marocain s'accentue dans les zones de montagne. En effet, le seuil de pauvreté dans les zones de montagne est de 22%. Si on ajoute au problème de la pauvreté la vulnérabilité, c'est-à-dire les gens susceptibles de tomber, de devenir pauvres absolus comme la première catégorie, qui représente 17%, vous allez imaginer justement l'ampleur de la situation. Et vous avez certainement vécu à l'occasion de, vivons actuellement les difficultés à l'occasion de Covid-19, le nombre de populations qui ont bénéficié justement du fonds spécial de coronavirus, notamment dans le monde rural. Et c'est vraiment important. C'est un grand défi qui guette le monde rural. Le deuxième défi, c'est le défi du désenclavement. Un désenclavement, alors en principe, 70% de la population rurale marocaine devrait accéder au réseau routier en 2010, d'après les programmes qui ont été lancés en 1995, contre 45% en 2002 et 54% en 2005. Le Maroc a visé de porter cette proportion à 80% en 2017 et projette d'aller jusqu'à 89%. Donc, c'est un chantier vraiment important, c'est un défi aussi à relever parce que sans désenclavement, les agriculteurs qui produisent ne peuvent pas commercialiser, ils ne peuvent pas accéder au marché, en plus des problèmes, bien sûr, socio-éducatifs, etc. Donc, c'est un défi vraiment important. Troisième défi, c'est comment généraliser l'accès à l'eau potable. Le programme PAGER que j'ai cité tout à l'heure permet justement l'alimentation, l'accès en principe à l'eau potable, qui est passé de 14% en 1990 à 95% actuellement. Mais ces chiffres-là, qui sont des chiffres officiels, cachent souvent une réalité parce que les points d'eau qui ont été faits dans un certain nombre de régions ne sont pas opérationnels, surtout avec un certain nombre d'associations à qui ces projets-là ont été légués pour la gestion. Ça ne marche pas. Et donc, il y a un grand défi pour faire l'accès, permettre aux populations du monde rural d'avoir de l'eau potable au niveau de leur domicile. Le quatrième défi, c'est le défi d'électrification. Il y a certainement un effort important qui a été réalisé d'après les chiffres de l'ONE. Nous sommes actuellement à 98% d'électrification du monde rural. Ce chiffre-là peut être lu de deux façons. Nous avons encore 2% des gens qui vivent en obscurité. Et pour le reste, ce qui est un peu dommage, c'est que lorsqu'on parle de 98% d'électrification, nous pouvons dire que les poteaux d'électricité arrivent au niveau du douar, mais le vrai problème, c'est le raccordement des populations et surtout le paiement justement des consommations mensuelles, parce que la plupart des populations sont pauvres et ne permettent pas d'accéder à l'électricité, même s'il est au niveau de leur douar. Et donc, c'est un problème vraiment qui est en relation avec la pauvreté qu'il faut résoudre. Le cinquième défi, c'est le défi de l'exode rural. Nous allons avoir, comme ce qui s'est passé en Europe,
probablement, et donc d'après les chiffres, il y aura une dégénérescence donc, de la population qui va immigrer. Donc, le taux d'urbanisation actuellement au Maroc est de 63% et il va atteindre 67%, c'est-à-dire beaucoup de monde va partir du monde rural. C'est pour cela qu'il faut se rattraper justement pour créer un cadre de vie décent pour que les gens puissent vivre sur place. Le sixième défi, le défi de la lutte contre l'analphabétisme. Surtout si nous voulons effectivement, parce qu'il est attendu actuellement le problème, on est en train de parler de la digitalisation, le numérique, etc. Voici les problèmes auxquels nous devons faire face. Près du 1/3 de la population, d'après l'Agence nationale de la lutte contre l'analphabétisme, est analphabète. Et le taux d'analphabétisme dans les zones de montagne rurales atteint 56%. Et dans les zones hors zone de montagne, elle est de 39%. Donc, c'est un véritable défi, justement, pour l'encadrement, pour l'accompagnement, etc. C'est pour cela qu'il faut se focaliser surtout sur le jeune pour pouvoir, justement, faire des choses. Et je termine par le défi de la gouvernance du développement rural. Qui doit piloter le développement rural au Maroc? C'est un vrai problème. En effet, il y a un effort sur le plan institutionnel. On a fait 3 instances de gouvernance. La première instance est au niveau national, donc il y a le Conseil interministériel national qui est présidé par le chef du gouvernement. Il y a le Comité national qui est présidé par le ministère de l'Agriculture, qui d'ailleurs, en 2013, a créé une récente direction centrale, la plus récente direction centrale qui est appelée la direction de développement de l'espace rural et des zones de montagne. Elle a été créée en 2013 au ministère de l'Agriculture, afin de coordonner justement le travail avec les autres départements ministériels. Et sur le terrain, les comités techniques régionaux sont présidés par l'Iwali. Donc, vous voyez, il y a 3 types d'instances. À ceci s'ajoute la grande question, parce que, comme vous le savez, chaque région du Maroc, les 12 régions du Maroc, chacune a élaboré ce qu'on appelle son plan directeur régional et son schéma régional d'aménagement du territoire. Et dans chaque PDR, chaque strate, il y a une composante rurale avec une interférence avec les différentes composantes. Et donc, le vrai problème, comment justement aller de l'avant pour une meilleure coordination, une meilleure convergence des actions sur le terrain pour avoir un effet et atténuer un peu les défis que j'ai présentés. Donc, avec ça, j'ai terminé ma présentation. Je vous remercie et je suis donc à votre écoute pour les questions.